Je suis venu, et vous savez, parce que quelqu'un l'a dit dans la salle, que notre diplomatie, qui est une diplomatie maintenant de combat, nous a amenés ici pour expliquer justement à la communauté internationale, notamment ici en Belgique, les réalités de chez nous, qui sont le plus souvent totalement déformées. Déformées surtout quand on prend des victimes pour des agresseurs. Nous avons trouvé dans le milieu que nous avons eu à aborder, à côtoyer, à discuter de la problématique de l'agression, rébellion. Nous nous sommes rendus compte que le peuple congolais était, une fois encore, absent de préoccupation de ceux qui cherchent le droit humain. Son calvaire ne compte pas du tout. On se soucie des agresseurs, des tueurs, ces sanguinaires que tout le monde connaît. Et on dit, lorsqu'ils ont voulu se défendre à Kinshasa, on dit qu'ils n'ont pas le droit de se défendre, les Congolais. Parce que s'ils se défendent, ils tuent les Tutsis. Il fallait donc que le peuple congolais ne se défendât pas et que maintenant n'ose pas libérer son pays. Parce que chaque geste dans la direction d'expulser l'ennemi est vu comme une tentative de créer un génocide. Nous avons écouté avec consternation ce genre d'abomination. Et c'est une injustice insupportable. Et je veux vous avouer, mes chers compatriotes, que la lutte continue et qu'il faudra soutenir, qu'il faut la continuer. C'est du moins la conclusion à laquelle ma délégation et moi-même sommes arrivés. Après avoir rencontré d'éminentes personnalités, et nous nous sommes laissés dire que le Congo a identifié l'ennemi dans une tribu. Et nous avons dit quelle tribu, naturellement, ils ont parlé de tribu Tutsi. Et comme tout le monde le sait, l'armée rwandaise, burundaise, sont des armées mono-ethniques. Et lorsque l'armée rwandaise est venue chez nous, on a vu une seule ethnie, Tutsi. Alors, si le peuple se défend contre l'agression des Tutsis, armés, voyez-vous, que l'on dise on veut exterminer les Tutsis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les laisser
liquider le peuple congolais physiquement, les laisser nous asservir comme ils ont fait chez eux, avec la majorité Hutu. Quand est-ce qu'on fera une différence entre les Tutsis armés, qui est dans les forces armées, et l'agresseur Tutsi, qui vient toujours armé, qui n'a jamais laissé des armes chez eux, pour venir au Congo en balade, et pour dire que les Tutsis sont venus chez nous en villégiature, alors il ne faut pas les affronter. Vous avez un grand travail, vous, nos compatriotes ici, et je suis content que vous avez tous pris conscience du fait que, à travers vos discours, vous déplorez l'incompréhension de ceux qui ont la voix dans la communauté internationale. Nous venons de séjourner quelques 48 heures ici. Notre propos était de dire aux autorités belges qu'elles ne doivent pas demeurer passives devant la violation flagrante de la Charte des Nations Unies, devant l'agression que subit notre pays, la menace de la perte de notre souveraineté, de notre indépendance, et que nous avons demandé aux autorités belges de peser de tout leur poids auprès d'autres décideurs de la communauté internationale et en particulier de l'Union européenne afin de faire respecter les droits du peuple congolais, d'exiger le retrait des troupes d'occupation de notre territoire. Nous avons informé à tous ceux que nous avons rencontrés qu'il ne faut pas confondre l'agression venue de l'extérieur et ce qu'ils appellent être la rébellion interne. Tout le monde sait que 3 semaines après que les agresseurs aient lancé leurs troupes contre notre territoire, ces envahisseurs parlaient encore moins de rebelles. Ce n'est qu'après qu'ils se soient rendus compte qu'ils ne peuvent pas renverser le gouvernement légitime du Congo après 3 semaines de résistance, qu'ils ont accouru à une tactique célèbre, vraiment ordinaire dans le monde politique, recruter beaucoup de farfelus un peu partout, et ils ont créé ce que maintenant on s'accorde à appeler une certaine rébellion. Ces gens, tout le monde les connaissent. Nul n'a vu le pauvre Wamba qui était à Dar es Salaam à l'université physiquement affaibli, avoir la force de commander même 2 soldats. Personne ne l'a vu. Il n'y a jamais songé d'ailleurs. On a vu Zaïdi Ngoma, prisonnier
pardonné, malade, l'UNESCO m'écrivant d'avoir pitié de cet homme, et je l'ai confié à mon directeur de cabinet ici présent et à l'autre pour qu'on l'accompagne à l'avion. N'est-ce pas, monsieur? Et tout cela dans une chaise roulante. Quelques jours après, ce monsieur est dit être un général, avoir une armée, et je ne pense pas qu'en France, on lui a donné une armée. Il n'avait pas d'armée en France, il n'en avait pas au Congo. Ce sont ces gens-là que les envahisseurs disent qu'ils sont devenus des responsables d'une rébellion. Les autres, vous les connaissez, nos frères, qui ne tarissent pas d'ardeur, bien qu'ils ont été pendant plus de 30 ans au pouvoir, refusent de prendre le congé et veulent continuer à nous faire voir ce qu'ils ont déjà fait voir à tout le monde. Ils ont nom, Tambo et Mwamba et autres. Et lui aussi, je pense, vous qui êtes ici, parce qu'il a toujours été ici, vous ne connaissez même pas qu'il a un seul bataillon. Il ne peut pas l'avoir ici, non? L'a-t-il ici, là? Non. Dans quelle forêt ici? Où est-ce qu'on fait le maquis? Alors, brusquement, ils sont présentés comme des généraux d'une armée qui s'est révoltée contre Kabila. Pas contre Kabila, bien sûr, il se trompe. Mais tout ce que nous disons, ces frères-là ont été utilisés par les envahisseurs pour cacher leur motivation. L'agression, vous connaissez, a une motivation économique. Tout ce pillage fait à l'Est, là, des mines, des cafés, mais c'était la raison de nos mésententes avec nos anciens alliés. L'autre motivation, c'est de prendre le peuple congolais pour un peuple mineur, et lui dire ce qu'il doit faire. Et Museveni l'avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni, à ses frères, des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'ils coopéraient avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, messieurs, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale.
vous savez, même si le progrès est déjà fait pour reconnaître que nous sommes victimes d'une agression, mais cette attitude est tellement molle, elle n'est pas énergique. C'est une attitude qui ne va pas jusqu'à l'exigence de... Parce que vous avez reconnu, ils l'ont fait eux-mêmes, que vous êtes sur le territoire congolais et personne ne vous y a invité. Retirez-vous. Cette exigence est importante dans notre cas. Il faut rappeler que ce sont des pays membres de l'ONU, membres de l'OUA, qui, avec leurs armées, ont envahi la terre congolaise. Dans le cas de Koweït, tout le monde sait, on n'a pas demandé aux Koweïtiens de discuter avec les Irakiens. Nous avons vu, tous, une armada pour aller rétablir l'ordre. Dans notre cas, on vous dit négocier avec l'agresseur. Tous les exemples qu'on a donnés, dire à une victime de quoi, dans le croc de crocodile, de négocier avec le crocodile qui veut le dépiécer, ce n'est quand même pas de l'indulgence de la communauté internationale. Nous en sommes là, et il semble qu'ils bougent. Ils ont identifié les agresseurs, mais nous avons fait plus d'efforts encore pour qu'ils fassent la différence qualitative entre agresseurs et ceux qu'ils prétendent être des rebelles. Et pour les rebelles, ils nous disent ce sont des problèmes internes qui ont enfanté les rebelles. Et nous disons qu'il y a dans notre pays des partis d'opposition que nous avons hérités, bien entendu. Et ces partis d'opposition n'ont pas adhéré à la violence pour renverser le gouvernement légitime établi. Ces partis sont plus crédibles que le ramassis des autres qui ont été amalgamés dans un groupe, je ne sais pas, ou plusieurs groupes, dont on dit qu'ils ont la légitimité, le peuple les aime, c'est nous qui les empêchons d'être des opposants politiques valables. Faux, bien entendu. Donc nous voulons que cette différence entre les soi-disant rebelles et les envahisseurs soit tout aussi très claire ici, pour qu'il n'y ait plus de position ambiguë de ceux qui doivent décider du destin de notre pays. J'espère qu'avec ce voyage et votre insistance, parce que vous le faites aussi ici, c'est le combat de tous les Congolais, que les fameux rebelles n'ont pas besoin d'être rebelles. Il y a dans notre pays un processus de démocratisation très avancé qui aboutira certainement à la libéralisation des activités politiques pendant les quelques 2 mois qui viennent. Mais ce n'est pas parce que nous sommes sous pression que nous faisons cela. Mais c'est le calendrier. C'est l'aboutissement normal de notre calendrier. Nous n'acceptons pas de pression. Ça, c'est pas possible. C'est l'aboutissement normal du processus de démocratisation. Vous connaissez qu'il y a
un projet de constitution qui circule et examiné par tous les groupes d'opinion du pays. Je ne sais pas si ici, votre ambassade n'a pas eu du ministère de la Justice des copies des projets de constitution afin que vous puissiez les examiner. Vous n'avez pas eu? Il faut demander. Il faut demander, messieurs. Et il n'y a pas que ça. Il y a une série de projets de loi. Loi référendaire. D'abord, le projet va être soumis au référendum. Mais avant ça, il y a des lois sur les associations, loi sur, projet de loi sur le parti politique. Et tout ça, le peuple congolais sait que nous sommes très sincères. Et toutes ces lois sont confectionnées par des experts qui sont membres d'une commission de réforme institutionnelle. Et après, les citoyens dans des groupes d'opinion lisent, émettent leurs avis, leurs opinions, afin que l'Assemblée future puisse amender. Ces démarches sont très avancées. Mais il semble aussi que tous ces efforts faits par le gouvernement de salut public ne sont pas connus ici. On dit toujours qu'il faut associer, associer, associer. Et nous les avons dit. Partout où nous sommes passés. On associe qui? Associer ceux qui ont fait 30 ans, 35 ans au pouvoir, et pendant qu'ils avaient le pouvoir dans leurs mains, ils ont pendu les opposants, assassiné, torturé, et les autres n'avaient droit qu'à l'exil. Et ces gens, comme l'a dit récemment je vis ça sur l'internet, Monsieur Chester Kroka, qui était, vous le savez bien, grand conseiller, ami de Monsieur Mobutu, c'est lui-même qui l'a dit d'ailleurs, que ces Congolais-là, les anciens Mobutistes, et leurs amis, devaient attendre 3 générations pour prétendre à une quelconque ambition politique encore. Celui qui dit cela, c'est celui qui les conseille. Herman Cohen. C'est Herman Cohen. C'est monsieur Herman Cohen, je m'excuse. Il l'a dit publiquement, c'est écrit, l'Internet c'est pour tout le monde, non? Il les connaît bien et il les conseille d'attendre 3 générations avant d'avoir une prétention à quelque portefeuille politique encore. Parce que tout est politique. Eux veulent faire la politique immédiatement. Et on nous dit, par ceux qui les ont supportés pendant tous ces temps, qu'il faut qu'on les associe. Dites-vous bien que nous leur avons répondu. À tous, lorsqu'ils étaient au pouvoir, pourquoi ne nous ont-ils pas associés, eux? Il est vrai, personne ne peut répondre. Mais il répétait, il faut associer,
Mais associer qui et pourquoi? Nous, on les a donné un avantage, la liberté. Notre révolution est une révolution, pardon. Au lieu d'aller 3 mètres sous terre, au lieu de les pendre, de les exécuter, de les jeter en prison, ils sont libres à Kinshasa. Je ne veux même pas citer les noms parce qu'ils sont quartiers, non? Et en tout cas, ils ne nous ont pas associés. Nous ne voulons pas les associer parce qu'ils ont plongé notre pays dans la misère. C'est tout à fait vrai ce qu'a dit un camarade ici. Quand le peuple a fait son choix, les forces extérieures ne sont pas satisfaites. Nous pensons que c'est un autre front où vous devez axer le maximum d'efforts pour faire comprendre que ces messieurs, 35 ans d'activité politique, mais quand arrivera l'heure de pension? Quand? Ils doivent aller en congé. Maintenant, nous voulons le renouvellement de la classe politique. Il faut de personnes intègres, il faut de jeunes conscients de ce que le Congo doit être un pays moderne comme les autres, un pays qui s'est construit. Vous êtes bien en Belgique ici, les autoroutes, les lumières, le ceci. Alors que dans notre pays, tout riche qu'il est, dans l'arrière-pays, le paysan, toute sa richesse, c'est une machette, une roue et une natte. Il n'a pas de lit. Il a vécu comme ça pendant les 3 décennies du moutisme. Et ce monsieur l'ont isolé. Pas de route, pas d'infrastructure de communication avec l'arrière-pays, le monde du paysan. D'où la misère. Toute l'économie était de subsistance. Ils cultivaient pour se nourrir. Ils ne pouvaient pas vendre. Parce que le gouvernement, qui se sont succédés, et avec les 7 ans de transition ou avant, ne se sont pas occupés de reconstruire les routes, de relier les villages à un réseau routier qui les conduit dans des villes. Ils étaient abandonnés, oubliés. Il y a 2 semaines, lorsque le premier camion de forces armées congolaises sont arrivés à Lubao, l'ancien Saint-Héry, mes commandants qui sont là, notamment le commandant Sikatena, il me dit, Président, il y a vraiment une dégénérescence ici. Il y a des gens âgés de 27 ans qui n'ont jamais vu de véhicule passer ici. Et quand ils ont vu le premier véhicule de ces forces armées, ils disent, ah, c'est ça, les camions ou la voiture? On dit, non, ça sont des camionnettes. Voilà comment on peut punir son peuple. Et ce sont ces gens que l'on chérisse, qu'on veut nous voir associés à notre œuvre libératrice et de reconstruction.
de nouveau. Et on ne parle que de cela. Faites-les oublier. Ici, chez eux, quand même, les gens vont en congé. Et pourquoi cela n'irait-il pas en congé? C'est pourquoi... C'est pourquoi cette mission est essentielle pour dire des vérités. Et je pense, mes ministres qui sont avec moi sont des témoins, nous n'avons dit que la vérité. Parce que le peuple attend de nous, qui sommes ses soldats, qu'on défende ses intérêts, qu'on ne nous impressionne pas. Notre pays a été impressionné pendant plusieurs décennies. Et le résultat, la misère, la pauvreté. Cela fait partie d'ailleurs de ce qu'on appelle notre arrogance. Mais nous ne sommes pas si arrogants. Le peuple, comme disait l'autre ami, là, ne serait pas derrière nous si nous étions arrogants. Le peuple ne veut pas des gens arrogants. Il veut des gens qui font partie de lui. Nous, nous sommes partie du peuple. Donc j'espère, mes frères, mes chers compatriotes, que notre mission ici était une mission de bonne volonté. De dire à nos amis et beaucoup de frères belges qui connaissent notre pays que quelque part les opinions que nous entendons ici sont complètement perverses. Elles n'ont rien de vérité. Et il fallait que quelqu'un leur dise cela. Et nous sommes venus leur dire. Au plus grand. Au plus grand. Au plus grand, il fallait leur dire. Monsieur, ce n'est pas ça, c'est ceci. Et nous l'avons fait. Nous ne sommes pas antidémocratiques, parce qu'on nous disait, alors, faites un gouvernement d'union nationale. Nous avons dit, notre pays a connu pas mal de gouvernements d'union nationale, non? Même de large union nationale. Vous connaissez que pendant 7 ans, il y a eu la transition dans notre pays. Et cette transition de 7 ans a connu 10 gouvernements d'union nationale. Mais pourquoi ça n'a pas débouché sur la démocratisation du pays? Tout simplement parce que c'était un gouvernement de combinards. Des gens qui disaient, vous, tel portefeuille. Moi, donnez-moi ceci. Celui-là, tel portefeuille. Ils étaient contents que s'ils allaient devant le peuple, le verdict serait catastrophique. Ils ont voulu continuer cette vie de tricherie avec leur peuple. Ils l'ont mené jusqu'à ce que nous sommes venus mettre fin à ce genre d'amusement. Et maintenant, lorsqu'on nous dit de faire le même jeu, nous avons été côtoyés, parce que moi j'ai vu tout ce monde, j'ai vu M. Boboliko, j'ai vu M. Tshisekedi, j'ai vu
Que n'a-t-on pas dit? D'autres sont venus dire, d'abord, les missions diplomatiques des pays occidentaux chez nous. Pas ceux qui dirigeaient notre pays. Il dit, si vous mettez tel là-bas, si c'est crédible, l'Occident pourra donner de l'assistance, etc. Nous disons, ah, ça c'est très bien. Mais mettre qui? Tel, je parlais avec ce monsieur. Ce qu'ils m'ont proposé, c'est que, Président, vous êtes si pressé. Vous êtes tellement pressé pour aller vers les élections. Si vous prenez tel, mais c'est fini. Vous aurez encore 5 ans de transition. Mais 5 ans de transition, président, faites ça. 5 ans de transition, notre peuple a besoin des élections. A besoin de faire respecter qu'il est la source de légitimation du pouvoir. C'est-à-dire que c'est par les urnes que vous aurez le mandat. Tant que ce gouvernement n'est pas issu de mandat, c'est-à-dire de verdict des urnes, vous ne pouvez pas être dans un gouvernement d'union nationale, parce que le nôtre est provisoire. Et le gouvernement d'union nationale, c'est le résultat du cartel, le groupe. Celui-là, 2%, 4, 5, et puis... Mais tous, vous avez les mandats. Vous connaissez l'histoire, vous êtes intellectuels. Le premier gouvernement de Lumumba, ça a été ça. Un gouvernement d'union nationale. Mais tous avaient le mandat. Ils étaient élus. Quand on n'a pas de mandat, on veut faire un gouvernement soi-disant d'union nationale. Ce sont des combinards qui se trouvent autour d'une table, qui ont peur de leur propre peuple et qui veulent assumer le destin du pays sans mandat du peuple. Et quand on nous propose d'accepter un tel gouvernement pour que nous puissions aller encore pendant 5 ans comme président mobutisé, parce qu'ils peuvent tout. Ils ont encerclé Mobutu. Ils lui ont dit, soyez président, restez président. Et nous continuerons. Ils ont continué. Mobutu n'avait plus de mandat, plus de légalité. Mais ils étaient autour. C'est votre tour là. Ils étaient autour. Président. Ils veulent aussi que je devienne... Je pense qu'ils n'ont absolument pas de chance, parce que ce que nous faisons, nous avons une mission de démocratiser notre pays. Nous ne sommes pas malades de présidentiables. Nous ne sommes pas ça. Nous avons une mission, les institutions démocratiques sont là et on y travaille très sérieusement. Mais vous voyez qu'ils ne veulent pas croire à ça. Sauf si ce monsieur-là était présent. Nous avons beau nous expliquer. Où avez-vous en Afrique des gens qui prennent les armes, qui s'accaparent du gouvernement du pays, et qui, au bout de 2 ans, ils vous disent les élections pour tout le monde, en toute liberté, en toute transparence. Donc, vous voyez, Museveni, 10 ans, les Kagame, 5 ans, les Bouyoya, et ailleurs. Ils ne parlent même pas de démocratie. Mais chez nous, et vous vous souvenez, quand il n'y avait que 2 mois, l'un des arguments pour nous clouer le bec, c'était
vous êtes dictateur. Si vous n'êtes pas allé aux élections dans 2 mois. Et quand on a rétorqué qu'ils étaient là pendant 7 ans, vous n'avez pas dit cela. Et que l'autre a fait 3 décennies. Vous l'avez toujours ménagé, graissé le pâte, donné le tout. Mais jamais vous n'avez dit d'aller vers les élections. Et nous, dans 2 mois, et vous dites que le pays a été ravagé, parce qu'il disait celui qui va prendre la place de Mobutu, la fin de Mobutu, sera suivi d'un déluge. Tout le monde le sait. Alors, nous venons, 2 mois après, aller aux élections. Et comment peut-on faire de telles choses? Maintenant que nous avons dit 24 mois, ils estiment que c'est très long. Et lorsque leurs amis viennent nous dire, 2 ans, vous voulez aller aux élections? Non, donnez-nous de place et vous ferez 5 ans. Nous disons, voilà. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent toujours être dans le gouvernement pour produire je ne sais quel miracle. Nous avons cette situation chez nous, mais tenons bon. Nous sommes une fois encore sur la bonne voie. Nous avons raison. La raison est de notre côté. Et quand je parle ça, ils disent qu'ils ne vont pas délier les bourses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Si on ne délie pas la bourse, parce qu'on ne veut pas entendre la vérité, nous nous remettons à notre peuple. Il ne faut pas Et le vrai, il faut s'en remettre à son peuple. Parce que lorsque nous avons dit 2 ans, nous étions de très bonne foi. Nous savions que le peuple veut une autre vie, une vie démocratique, une vie de liberté. Et maintenant encore, plus que pendant ce temps-là, le peuple est déterminé à gagner sa liberté, ses institutions démocratiques. Mais vous savez, lorsque Mme Albright a visité Kinshasa, elle était venue dans mon bureau me visiter avec mes collaborateurs pour me dire, Monsieur le Président, moi je viens, écoutez, je suis professeur de sciences politiques à je ne sais quelle université là, avant qu'elle ait rejoint le State Department. Et que son cours spécialisé, c'était que tout le régime totalitaire, lorsqu'il tombe, les chaos s'ensuivent automatiquement. Et qu'avez-vous fait, vous, pour arrêter le chaos ici au Congo? J'ai dit, c'est très simple. Je connais l'histoire de mon pays et l'histoire politique. En face de 400 partis politiques, de plusieurs milices, parce qu'on a capturé à la libération de Kinshasa 36 000 armes de guerre dans les mains du responsable. Et nous avons dit qu'il fallait un congé à nos hommes politiques très habiles. Donnez-les le congé de 24 mois. Et après, on va reprendre. Donc, on ne pouvait plus se jeter de pierres, faire des attroupements pour s'entre-accuser et en finir par des assassinats, etc. Le jeu était si simple, et c'est comme ça que nous avons réussi. Ah, félicitations. Malgré ça,
Répétition. Liberté politique, maintenant là. Mais disons, après 24 mois, vous verrez que notre peuple a compris. Et c'est pourquoi, à Kinshasa, il est difficile d'avoir un autre langage que le langage de solidarité de tout un peuple. Contrairement à ce que j'ai écopé quelque part là, c'était où ça? Ici là, à Gand, où j'ai trouvé un groupe de Congolais qui criait Kabila assassin, il a tué les enfants de Tutsis. Alors que je n'en ai tué même pas un seul. J'étais ahuri. Je voulais refuser d'aller parce que ce sont des insultes inutiles. Les gens irresponsables, réfugiés ici, loin de chez eux, ils ne connaissent pas la réalité et ils insultent les gens parce que les Tutsis leur mettent la vérité dans la bouche, leur vérité à eux. Le pays occupé par les Tutsis qui assassinent, et vous savez, Museveni a envoyé dans ce pays-là 1500 soldats séropositifs. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour continuer les génocides. C'est une maladie comme une autre, bien entendu. Mais choisir ces gens-là pour les envoyer au Congo, quelle est l'intention de ce diable-là? Et ce petit monsieur que j'ai vu là, ils sont une infime minorité. Je voudrais bien qu'ils aient crié ça à Kinshasa. S'ils n'auront pas de Et s'ils ne savent pas, parce qu'il y a de télévision, on a vu le dimanche passé l'ambassadeur de Belgique qui avait plus de 29 Tutsis chez lui. Le gouvernement du salut public a donné protection depuis plus de 3 mois à ces gens. L'ambassadeur de Belgique est sorti avec ces gens-là, le directeur du cabinet, l'inspecteur général de la police, l'ANR, oui, le ministre des Droits humains, au Kitonu. On les a vus accompagner ces Tutsis, très contents, qui se sont exprimés à la télévision nationale pour dire qu'ils regrettent de quitter leur pays. Ces gens-là, de Kagame, donc, ils parlent de Kagame, sont venus leur créer des difficultés, ils étaient bien, ils ont tout dit. Maintenant que je vous parle, les Tutsis sont en train d'être nourris par nos soldats à Kinshasa. Ils sont nourris, protégés. On les dit, bon, rentrez chez vous dans la cité. Ils disent, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils seront massacrés par la population. Alors, comme nous ne pouvons pas mettre un soldat pour surveiller chaque Tutsi, il faut quand même qu'il soit protégé. Et nous le faisons. La Croix-Rouge est présente. Témoin. On les nourrit. Mais maintenant, là, c'est nous qu'on accuse d'assassiner les Tutsis, mais on ne l'a jamais fait. Et que dire de ceux qu'ils ont déportés à Bukavu, les nôtres? Qui connaît où ils sont? Ces gens-là aiment le sang. Il a bien dit, le génocide, ce n'est pas congolais. Ce n'est pas dans nos traditions. Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été notre tradition. Ils ont déporté des gens. Ils tuent chez nous quand
le Saint-Siège a appris qu'on a assassiné des chrétiens dans l'église de Kassika avec le Poïla, on en a parlé dans le monde. Et tous les autres qui sont massacrés partout. On n'en parle pas. Chaque jour, ils tuent. Ils ont la haine du Congolais. Qui en parle? Qu'avons-nous fait au monde, et surtout au monde occidental, pour être ici aînés? Nous-mêmes, quand nos soldats meurent, nous les enterrons avec dignité. Il y a 2 semaines et demie, Kagame, le sanguinaire, un sadique, a donné l'ordre à ses soldats. Si un soldat Tutsi tombe, coupez la tête. Et ceux qui étaient tués à Kabalo, on les a vus, ils avaient encore leur tête, mais comme la guerre se poursuivait, ils sont venus avec des tentes. Ils repoussent la compagnie qui était à l'aéroport de Kabalo, juste pour venir s'occuper des coupes de tête. On a trouvé plus de 89 corps sans tête de soldats aussi. Où ont-ils amené les têtes de tous? Et tout ça pour dire après qu'on a tué les Tutsis, voilà ceci. Mais ces gens sont des sanguinaires, ils n'ont même pas peur de couper la tête de mort. Ils sont formidables. Et en ont l'habitude parce que c'est dans leur tradition. Si vous avez une tradition pour manger de la viande crue, vous mangerez toujours. Et si vous avez l'habitude d'égorger les hommes, vous le ferez. Et c'est pourquoi couper la tête de mort, pour eux, ça ne pose aucun problème. Nous avons en face ce genre de personnes. Donc, j'espère que vous suivez ce qui se passe au Bénin. La résistance est là. Que vous soyez dit qui vous, de manière, la résistance est nationale. Mais je vous ai dit ici, vous devez lutter, vous Congolais. Parce qu'en résistant, si vous contre-attaquez, on vous dit, vous voulez faire le génocide. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut laisser les Tutsis dans notre pays? C'est ce qu'ils disent. Qu'on veut commettre des génocides en prévision de la réponse musclée de notre peuple à l'agression. Ils disent, ils préparent les génocides. À un certain moment, ils disaient, nous sommes des génocidaires. Tantôt, ils disent, ils préparent les génocides, ils sont venus pour empêcher les génocides. Donc, le génocide n'a pas encore commencé. Et en même temps, nous sommes génocidaires. Nous ne sommes génocidaires de personne. Et nous ne laisserons jamais. Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui. Et si on veut le repousser, on devient génocidaire. Qu'est-ce que cela signifie? On veut faire de nous ce qu'on a fait des Hutus chez eux. Tous les Hutus, femmes, enfants, vieillards, on les appelle génocidaires. Tout un peuple, 85% de la population rwandaise Hutu ne sont que des génocidaires. Et la communauté internationale est là. Calme. Et si nous appelons les soldats oui, naturellement. Mon directeur de cabinet me disait ce qu'il a entendu ce matin lorsque
un responsable politique hier, je crois, d'ici me disait, mais Monsieur le Président, pourquoi vous identifiez l'ennemi avec les Tutsis, avec une ethnie? Mais au Rwanda ne vient qu'une seule armée monoethnique, composée de Tutsis. Comment allez-vous les appeler? J'ai dit, trouvez-moi les noms qu'il faut donner à l'armée de Tutsis. Il n'a pas eu de réponse. On n'identifie pas l'ennemi avec une ethnie. Mais quand une ethnie constitue une armée, mais c'est l'armée de cette ethnie-là. Et comment va-t-on les appeler? En tout cas, les Hutus ne sont pas dedans. Vous voyez, les Hutus sont victimes d'une injustice. Ils ne sont pas tous génocidaires. Et nous, on les a vus massacrés à l'Équateur. Quand on a dit à Kagame, stop. Il ne faut pas. Il a cru que nous avons viré les alliances. Je non, il ne faut pas tuer les gens qui ne se défendent pas. Le Congo doit avoir sa conscience tranquille. Nous voulons bâtir notre pays. Il est en retard de développement, tout le monde le sait. Nous n'avons pas le temps de nous occuper des affaires de Rwandais. Nous n'irons pas là-bas. Allez chercher quoi? Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? Je ne vois pas ce qu'il faut aller chercher. Ils ont du café, nous avons du café. Et ils ont des bananes, nous en avons. Et puis quoi encore? Il n'y a plus rien. C'est que les Congolais ne peuvent pas aller massacrer les gens sans motif. Mais le malheur est que nous sommes trop unis. À part tout cela, vous avez encore de l'or, diamant, ceci, manganèse, uranium. C'est plein. C'est pourquoi vous êtes convoités et ils viennent vous entrer dedans. Mais le contraire n'est pas possible. Le contraire, c'est pas possible. Vous voyez, vous? Je ne pense pas. Je ne nous vois pas aller faire les aventures inutiles ailleurs. Nous sommes assez occupés chez nous et nous avons assez de choses à faire. Donc, mes amis, je ne vous ai certainement pas tout dit. Le temps me presse, mais je suis très heureux. Restons unis. On va faire de ce Congo un grand pays démocratique, un pays prospère. Je vais répondre à ces interrogations avec mon gouvernement. Je vais convoyer les réponses par le biais de notre ambassade ici. Je sais qu'il est difficile de vous donner satisfaction dans le menu détail évoqué. C'est extrêmement difficile, le temps est si court. Et puis je n'aime pas de réponse évasive. Restez vigilants, criez fort que vous êtes victime d'une injustice et que la communauté internationale doit la réparer. J'espère que la télévision congolaise est ici aussi, non? Elle le présente? Bon, le message, vos messages seront répercutés au pays.
on les entendra. Et parce que nous avons besoin de cette unité, demeurer solidaires face à nos ennemis, grands et petits. La raison est de notre côté. Et puis nous avons un pays riche. S'il n'y a pas de guerre, vous avez vu, quand on a commencé la reconstruction, on a nettoyé Kinshasa et autres avec l'argent de chez nous. Et nous continuerons à faire ces choses-là.